Si demain, ils vous disent: «OK, on vous accorde tout, vous pouvez revenir dans la fonction publique, Non, vous pouvez revenir je peux exercer». je ne peux plus cautionner, ce qui se passe dans les coulisses de la police. Je ne peux plus, en fait, avec ce qu'ils m'ont fait, j'ai été trahi. Voilà, moi je pensais, pour en revenir à mon chef, que je nomme dans le livre, à chaque fois que la porte du tribunal s'ouvrait, je me disais qu'il allait rentrer et remettre l'église au centre du village, dire: «Oui, on travaille avec des informateurs, oui, on était au courant» et cetera. Et puis, s'il avait fait son rôle de chef, on n'en serait pas arrivé là. C'est de par tous ces mensonges, cette addition, cette articulation de mensonges, qui ont fait que, l'histoire a pris, une ampleur, incontrôlable. Plus Mmh. personne peut arrêter son rouleau compresseur. Bonjour, abonné Cover Media France. Vous connaissez l'affaire de la bague 18? C'était en juin 2019 et à cette époque-là, tout le monde pensait que ce serait un deuxième bac Nord. L'accusé, Karim Mamech, un policier exemplaire, très bien noté par sa hiérarchie. Les chefs d'inculpation retenus contre lui, ils sont nombreux. 18 au total, pour des faits de corruption, de blanchiment, de trafic de stupéfiants, d'association de malfaiteurs et de faux en écriture publique. En clair, Karim Mamech est accusé d'être à la tête d'un gang de flics ripoux au sein de la brigade anticriminalité du 18e arrondissement de Paris. Condamné en première instance à 8 ans de prison, il fait appel. Et là, coup de théâtre, en pleine audience. La justice le condamne finalement pour faux en écriture publique à 2 ans de prison. Il les avait effectués en préventive. Il ressort libre le 18 juin 2021. Mais alors, comment est-on passé de 18 chefs d'inculpation pour des faits graves à une condamnation en appel pour faux en écriture publique? Eh bien, c'est Karim Mamech qui nous le raconte. Nous avons lu son livre, Bilka, qui est aussi son surnom, et qu'il a écrit avec Jean-Marc Michelangeli et publié aux éditions La Manufacture des Livres. Et en refermant la dernière page, nous avons voulu en savoir plus. Alors nous l'avons appelé. Voici son témoignage. Le livre aborde, plusieurs sujets, donc on comprend bien ce besoin de dire votre vérité et ce qui s'est passé, après avoir été, muselé pendant 2 ans, au sens propre, enfin dans tous les sens, parce que vous avez été en prison. La justice vous entend pas non plus et votre hiérarchie, impossible de la joindre. On comprend pourquoi à la fin. Mais Ouais, et puis il y a un truc, qui est un peu plus, anxiogène, angoissant pour un policier, c'est qu'en règle générale, la justice, elle nous entend toujours. Elle a même tendance à donner raison aux policiers, même quelquefois quand ils ont tort. Et puis, moi, ça fait des années que j'ai affaire à la justice dans plein de dossiers, et puis d'un seul coup, je me retrouve acteur d'un dossier et là, plus personne m'entend. J'ai beau crier, que je n'ai pas fait ça, j'ai l'impression que même quand je dis bonjour, mais en fait, on me croit pas. c'est-à-dire On que me croit pas. même vos avocats n'ont pas n'ont enfin, en plus, enfin, à la fin, vous prenez 2 vrais ténors du barreau. C'est-à-dire que même eux qui normalement ont quand même, ça fait longtemps qu'ils sont là et c'est des ténors, ils ont des connexions, même eux, tout est fermé. Ouais, tout est fermé, tout est fermé. En fait, ce qui s'est passé pour aller à la fin directement, c'est que, c'est qu'ils ont voulu éviter un deuxième bac nord. Oui. C'est-à-dire, ils ont sonorisé les voitures et ils ont entendu plein de policiers commettre des malversations, mais les 2 qu'ils voulaient, et moi bien sûr qui était l'acteur principal, et ben, on nous entend rigoler, faire notre boulot, pas être violent. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu de grosses instructions en haut lieu, puisqu'ils ont même ordonné une commission rogatoire en Algérie. Et généralement, l'Algérie, elle accepte jamais les commissions Non. rogatoires forcément. Puis là, ils ont été dans un village de Kabylie, je vous laisse imaginer là où mes Ça les parents a fait voyager, ils ont vu du pays.
Ah oui, ils ont envie du pays, sauf que en fait, il y a pas de gaz de ville, il y a pas de goudron, c'est une route sans issue, c'est une maison vétuste, et comme je le dis dans mon livre, bah, à l'intérieur, ils ont pas trouvé une Maserati, ils ont trouvé une Renault 4, bah, qui fonctionne même pas parce que mon père l'avait achetée, en 1984, donc voilà, elle est sur cale, puis nous, on n'habite pas en Algérie, notre vie, elle est ici, Bah oui. Parce que voilà. sinon, c'est même pour vos parents, ce serait compliqué de gérer le bar, quoi. C'est Oui, complètement et puis, mes parents, ça fait plus de 65, ouais, même soix pour mon père, ça fait un peu plus de 70 ans qu'il est en France. Donc il est plus français qu'algérien, il a toute sa vie ici, quoi. Il a une petite maison, là où on va en vacances et pas plus, quoi. pas quand même quelque chose qui est, donc, en filigrane, c'est, qui est plus ou moins nommé, enfin cité, c'est le racisme. Parce que pourquoi vous? Vous posez la question dans le livre, il y a jamais la réponse et vous préférez, je suppose, laisser, par exemple, à la fin, Max, laisser la chose en suspens, c'est-à-dire ni confirmer ni affirmer. En général, c'est quand on est innocent de quelque chose, vous le prouvez, c'est qu'on le crie. On le crie haut et fort, mais c'est bien que vous abordiez le sujet puisqu'il y a 3 jours en arrière, j'ai fait une émission sur Sud Radio pour présenter mon livre et en face de moi, j'avais la juge Béatrice Brugère du D'accord. syndicat des magistrats et vous verrez à la fin de l'émission, bon, elle a souvent botté en touche, mais je l'ai trouvée très bien dans son rôle, hein. Je j'ai rien à dire et je lui ai posé cette question. On nous a retenus dans la procédure, un faux en écriture. Donc le faux en écriture, c'est criminel, Oui. heu et surtout pour des agents assermentés, c'est très grave. Mais là où le bât blesse, entre guillemets, comme on dit, c'est que ce faux en écriture, ce PV d'interpellation, heu, il a été rédigé par 3 fonctionnaires. Ce PV d'interpellation, on a reconnu avoir menti dessus, pas pour un enrichissement personnel, mais pour protéger un informateur. Et je lui ai posé cette question, je lui ai dit, on l'a rédigé à 3. Donc moi, j'étais le signataire, mon adjoint dont je parle dans le livre et dont j'ai pas masqué le nom, c'est celui qu'on appelle Aaron, Mmh. est signataire avec moi. Par contre, le rédacteur, euh, il n'a jamais été inquiété. Nous, on a été condamnés à 8 ans pour moi et 4 ans pour mon adjoint Aaron En première instance. en première instance et même en appel, puisqu'ils ont retenu le faux en écriture. Et par contre, Ouais, mais c'était pas 8 ans, c'est ça que je veux dire. c'est ça. Par contre, le rédacteur du procès verbal, ben, il n'a jamais été interrogé, jamais été inquiété, jamais cité. Alors j'ai dit à la juge, qui a botté en touche encore une fois, elle m'a dit: «Je ne connais pas le dossier». Je lui ai dit: «Mettons le dossier de côté, mais si vous deviez punir 3 fonctionnaires, parce qu'ils ont commis un faux en écriture, vous les punissez tous les 3 ou soit vous décidez de pas les punir tous les 3. Alors je vous pose la question, pourquoi il y en a que 2 sur 3 qui aient été punis?» Et elle m'a pas répondu. Donc j'ai toujours pas la réponse et je vous laisse imaginer plein de choses. Bah, en fait, disons que la lecture de votre livre, ça pose la question de ce que toutes les instances jusqu'à présent ont nié et ont hurlé que c'était faux, c'est le racisme systémique dans la police. Bah, c'est simple, vous avez qu'à prendre les 3 fonctionnaires de ce faux en écriture. Il y en a 2 qui sont français d'origine algérienne et un autre qui est français de souche. Et les 2 qui ont été embêtés, qui ont pris 4 et 8 ans de prison ferme, bah, c'est moi et mon adjoint. Donc Qui ont des j'ai parents qui sont venus de l'étranger. évidemment, évidemment, c'est ça. C'est ça, donc
on peut imaginer qu'il y a quelque chose en coulisses qui va pas. Alors moi, pour être franc et sincère avec vous, avant cette histoire, jusqu'à juin 2019, en fait, j'ai jamais été victime de racisme. En fait, à un moment donné, Vous en parlez d'un dans votre livre au début de votre carrière. c'est ça. En fait, ce collègue dénonciateur, quand je vais faire sa connaissance, il va aborder le sujet, il va me dire: «J'aimerais bien venir à la BAC, mais j'ai entendu dire que c'est très raciste» et je vais tout de suite le rassurer. Je vais lui dire: «Rassure-toi, moi ça fait des années que j'y suis à la BAC et j'ai jamais été victime de racisme. Je pensais faire partie des leurs». C'est-à-dire que, heu, je travaillais bien sûr à Barbès dans un arrondissement où la majorité des interpellés qu'on avait étaient d'origine pas spécialement algérienne, mais maghrébine. Oui. Donc, on n'avait pas le. Et puis, comme c'était des gens qui faisaient des délits, qui étaient dans la rue, on n'avait pas le bon échantillonnage. Et donc, moi, personnellement, je le vivais bien, je le vivais bien et je n'étais pas visé par toutes ces blagues racistes, etc., qu'on peut croiser dans les locaux policiers. Et en 2019, quand cette histoire a commencé, là où j'ai commencé à palper de près la direction que ça prenait, à savoir le racisme, c'est dans les locaux de l'IGPN, quand on venait me chercher en cellule et qu'on me montait dans les locaux. Alors la directrice d'enquête avait un comportement exécrable dans l'ascenseur. Et elle tenait des propos qui grinçaient dans mes oreilles du genre: «Voilà quand on met ces gens-là dans la police». Elle sous-entendait les étrangers, pas spécialement les Algériens ou les Non, moi je Marocains. pensais que c'était les gens qui avaient un polo blanc juste. Mais justement, c'est ma marque de fabrique. À chaque fois que je passe dans une émission, je me mets en blanc parce que je suis blanc comme neige. Et en fait, je me défile devant personne. Cette histoire, je la raconte comme elle s'est passée et comme je vous le dis. Et il y a eu d'autres alertes. C'est que quand on sortait de l'ascenseur et qu'on arrivait dans le bureau, comme les chefs d'inculpation qu'on m'avait mis, style en bande organisée, c'est criminel, faux en écriture, c'est criminel, et cetera. Donc tout est filmé. Et là, je m'apercevais que les fonctionnaires avaient un autre comportement à mon égard, c'est-à-dire qu'on me voyait, on me tutoyait plus, on faisait plus d'allusion à mes origines, et cetera, et cetera. Voilà. Donc, Heu, moi, ma carrière, elle a pas été marquée par le racisme parce que je pensais faire partie de l'institution policière et ce racisme, j'ai commencé à le ressentir à partir de cette histoire et surtout, dans cette histoire. Ouais. En détention, les gardiens de prison, il y en a qui sont bienveillants et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des cons partout, il y a des bons et des mauvais partout. J'ai eu affaire, à des surveillants qui étaient vraiment méchants, qui tenaient des propos, très racistes. Voilà et puis il y en a d'autres qui étaient bienveillants, Et comme qui étaient neutres. ouais. Voilà. Bah, c'est les fondations de ma vie, c'est un pilier principal dans ma vie. Je pense que d'autres femmes auraient capitulé ou elle s'est accrochée, de plus en plus parce que c'était pas facile. Il y a eu toutes ces séquences au parloir. Elle a été régulièrement chahutée par des familles qui l'avaient reconnue. C'est la femme du flic, c'est la femme de Bilka. La détention, elle a été dure. C'est un monde qu'on connaît pas et c'est un monde
qu'on s'était dit ne jamais connaître. J'ai jamais imaginé me retrouver à la prison de la Santé et que ma femme me rende visite. Elle a été très, très forte. Elle a fait abstraction, sur tous les gens qu'elle croisait, dans la salle d'attente du parloir, qui chuchotaient, qui la désignaient du doigt, qui l'insultaient aussi parce que des fois elle a été reconnue, elle a été insultée, elle a déjà été suivie et cetera. En fait, il s'est passé pas mal de choses et elle a été forte. Et Kelton, malgré toute la peur qu'elle a, elle enfin, parce que moi, je me suis dit: «Mais moi, j'oserais jamais», mais faire passer toutes les victuailles en prison, Ouais, c'est comme bah, parce qu'il faut quand même oser. On se dit: «Je vais me faire fouiller, ça passera jamais. Est-ce que ça va résulter en un blâme pour lui?» Enfin, on pense à plein de choses parce qu'on a quand même des références aussi de séries télé, de films. bien sûr, bien sûr. En fait, je pense que ce qui lui a fait franchir le pas, c'est que j'étais dans un état pitoyable. Alors je m'explique, c'est que pour me dissimuler, je m'étais laissé, pousser une barbe, peut-être d'une trentaine de centimètres, c'est-à-dire elle dépassait le bas de ma poitrine. Et j'ai les cheveux très la barbe et les cheveux très grisonnants, malgré que je sois toujours très très bien rasé de près. Mais pour me dissimuler, pour pas être reconnu en détention, et ben, je m'étais laissé pousser les cheveux, je j'avais toujours la même tenue, un vieux survêtement pour pas attirer l'attention et cetera. En fait, j'essayais de me faire tout petit. Pourquoi? Parce que, le bâtiment des vulnérables, je sais pas par qui il a été pensé. C'est qu'effectivement, c'est un bâtiment où on n'a pas accès aux autres détenus. Mais le problème, c'est que les fenêtres des arrivants, tous ceux qui arrivent en prison, ont leurs fenêtres qui donnent sur notre promenade. Donc tous les gens de l'Est parisien, du 18e, 19e, 20e, quand ils arrivaient aux fenêtres, bah, ils demandaient aux gens: «Est-ce que vous avez pas vu le Bilka?» Et régulièrement, on m'a demandé à moi: «Est-ce que le Bilka est dans ton bâtiment?» Et je disais: «Non, non, je connaissais pas». Alors des fois, je prenais un accent un petit peu maghrébin, des fois un accent marseillais, enfin j'essayais de bricoler quelque chose quand j'étais trop proche des fenêtres, puisque je courais, je faisais mon sport et bien sûr, il y en a qui m'ont reconnu, hein, malgré la barbe et les cheveux. Et je pense que ce qui a fait franchir le pas à Keltoum, c'est que me voir dans cet état-là l'a peinait tellement qu'elle s'est dit, comme la bouffe n'est pas terrible, eh ben, je vais prendre le risque de lui emmener des bons petits plats de la maison, au moins pour qu'il se rappelle ce que c'est fait, parce qu'elle cuisine très, très bien. Et elle a été forte, mais elle a du coup enfin, en fait, il y a parce qu'il y a pas que tout ce qui est, pour moi l'humiliation permanente que vous avez subie. Il y a l'autre pendant qui est la formidable solidarité qui s'est mis en marche, autour de vous, donc qui commence avec Keltoum, mais qui va donc jusque, en Kabylie, Oui, avec le, docteur Madjour, ça peut pas oui, s'inventer. Mon nom c'est Madjar, donc voilà. voilà, alors, ouais, Et avec l'oncle Chaban et tout ça. tout s'est emboîté, et ça m'a permis déjà une première libération spirituelle. Déjà dans ma tête, je commençais à être libre, même si j'étais entre 4 murs, mais avec le soutien de tous ces gens-là, et ben, c'était un souffle d'oxygène quand même. Oui, Parce mais c'est ce qui a aussi permis, parce qu'on n'en parle pas souvent dans n'importe où, enfin, c'est ce qui a aussi permis de réussir à payer, vous l'écrivez dans votre livre, les 112 000 € de frais que d'avocat qui sont à avancer. Ah oui, c'était chose irréalisable, si on n'avait pas été aidé par toute cette chaîne humaine, tout ce 1er cercle familial, ces amis et cetera. Et aussi Voilà. par les avocates, donc enfin, j'ai bien compris la première avocate un peu, voilà. Avocate, c'était pas terrible, hein. Oui, Attention, mais en même temps, c'est ce qui vous a mis sur la voie du deuxième, qui vous a mis sur la voie des 2 autres. c'est ça, c'est ça. Donc Et en fait, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire: «Heureusement qu'il s'est passé tout ça». Heureusement que cette avocate qui n'avait pas les épaules
a été défaillante et ça nous a permis d'avoir une nouvelle réflexion, un autre regard que le mien puisque moi, initialement, je lui faisais confiance aveuglément et je ne voulais être défendu que par elle. Oui, mais il y avait la voix de Keltoum aussi qui disait Complètement, complètement. Il y a eu la voix de Keltoum, il y a eu la voix de Najib aussi. oui, Heu, un ami, un très bon ami, un frère de cœur, qui lui n'a jamais baissé la garde. Il a été là, lui et sa famille, ils ont toujours été présents à nos côtés. Son père, bon malheureusement, lui aussi, à cette époque-là, il a traversé des moments difficiles. Il a perdu sa maman, mais ça l'a pas empêché d'être avec nous dans tous les pires moments. Voilà. Puis son papa qui nous a jamais abandonnés, paix à son âme lui aussi. Voilà, il y a eu quand même une solidarité, et qui m'a permis aujourd'hui de faire un tri dans mes amis aussi. oui, ça c'est toujours dans la Malheureusement, difficulté, ça c'est, voilà. alors justement pendant la prison, ce qui ressort aussi, c'est que, malgré tout, enfin ça personne ne veut finir en prison et enfin c'est pas un palace quoi. Heu, Malgré tout, vous réussissez à reconstituer une sorte de petite communauté. Enfin c'est en fait c'est un peu comme, enfin la vie continue malgré tout. Mais en fait, le corps humain, il a des capacités qu'on connaît pas, hein, si on n'est pas embêté. En fait, le corps humain, il s'adapte. Il y a un moment donné, ben, on accepte et puis on essaie de se faire un petit confort. Alors ça dépend, généralement, c'est de par ceux qu'on côtoie en promenade. Moi, j'ai croisé plein de gens, avec lesquels, ça s'est bien passé, dont Quentin, qui est devenu un frère de cœur. On s'appelle tous les samedis à 17h30. Il m'appelle de l'endroit où il est incarcéré. Je me suis rendu à ces 2 procès, aux assises, enfin, c'est quelqu'un de très, très bien et au fil du temps, heu, il y a quelque chose de très, très fort qui s'est créé entre nous. Dans un premier temps, je lui ai menti régulièrement et je l'ai trouvé tellement correct et attachant cet ancien collègue, puisqu'il était policier lui-même, que je trouvais ça indécent de lui avoir caché, ma vie. Alors pendant 9 mois, je lui ai menti et puis un jour, je lui ai avoué que c'était moi le Bilka. Je faisais du sport, voilà. Parce qu'il faut dire que le respecto c'est une situation pas privilégiée parce qu'on reste en prison, mais on a un peu plus de liberté dans sa non liberté de mouvement, ce qui fait qu'on a plutôt envie de la protéger et donc de pas faire de bêtises, quoi. Bah, de toute façon, vous signez une charte et puis quand on vient du bâtiment des vulnérables, c'est tellement dur là-bas. En fait, quand on est DPS, à chaque fois qu'on fait un mouvement dans la prison, que ce soit pour aller, ne serait-ce qu'au médical, ils bloquent toute la prison de façon à ce que l'on croise personne. Heu on n'a pratiquement pas d'activité ou les activités que l'on fait, c'est vraiment à l'intérieur du bâtiment. Le week-end, il est interminable. Heureusement qu'il y avait le parloir samedi parce que en fait, il se passe rien le week-end en prison et on est enfermé, bien sûr, toute la journée. On est enfermé, des fois 22 heures sur 24 et des fois 23 heures sur 24. C'est parce que enfin, Ouais. parce que pour ajouter à votre, malchance, ça vous est arrivé au tout début du covid. Ah oui, après ah oui, alors là, il y a eu, Non, mais parce que ça là, aurait faut me pu mettre des arriver à points sur n'importe quel autre moment, mais vous ajoutez ah le oui, il y a eu le covid. facteur Covid où il y a eu des fois, eh ben, on est resté en cellule, 15-20 jours. Il y avait bah, c'est simple à ce moment-là, moi, le créneau qu'on m'avait donné, c'était de 8 heures à 9 heures du matin
et j'étais enfermé jusqu'au lendemain 8 heures pour ressortir 1 heure, et ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. C'était interminable, et ajouter à tout ça, la pénibilité, c'est-à-dire que les gens, en fait, nos fenêtres, elles donnaient sur, sur les autres bâtiments qu'on appelle les QH, et là, il y a de tout, et les gens ne dorment pas. Il y a du rap, j'ai rien contre le rap, je trouve, ça bien d'ailleurs, mais à petite dose. Là, c'était à fond. Il y a des disputes par les fenêtres, ça s'insulte, la lumière est allumée 24 heures sur 24 dans la cellule. En fait, au-dessus de ma fenêtre, il y a un néon, heu, que j'ai jamais vu éteint. Donc pendant 2 ans, j'ai eu la lumière, Mais c'est quoi? C'est la prison qui décide de garder allumé le néon tout le temps? ah papy, ils doivent à chaque fois qu'ils passent à l'œilleton de la porte, ils doivent vous voir. Ah oui. Si vous êtes dans le noir, ils vont pas vous voir. Donc il y a tout le temps de la lumière, et c'est épuisant, c'est épuisant. Donc le bâtiment des vulnérables, il est vraiment dur à vivre. Bien évidemment, il y avait d'autres policiers, mais on nous avait dit, enfin il y en a qui le disaient ouvertement, qui étaient policiers parce qu'ils étaient pas policiers, des de la région. Il y en a qui venaient de banlieue, il y en a qui venaient de province, donc ils étaient pas connus par les détenus. Tandis que moi, dès le premier jour, la chef de détention m'a dit: «Il va falloir vous inventer une vie, et surtout pas dire que vous êtes policier». Donc il a fallu composer avec tout ça, il fallait mentir à des gens, il fallait inventer des choses, c'était vraiment très dur. C'était pour votre survie? C'était pour ma survie, mais en fait, on vous donne des conseils qu'eux-mêmes ne respectent pas. Quand on vous met dans une promenade où tout le monde a vue sur vous, mis à part se laisser pousser une grosse barbe, se voûter en marchant, essayer de se vieillir, en fait, j'ai essayé de me dissimuler tant bien que mal. L'institution, mis à part, m'enfermer, ne m'a pas protégé des autres. En tout cas, pas des insultes, pas Puis des puis il y a eu quelques ratés aussi quand vous étiez, surveillés comme ça, où normalement tout le monde devait être rentré et puis, bah, non. et moi, je me retrouve dans le sas avec des gens que moi-même j'avais Voilà. interpellés pour certaines fois. Donc là, j'aurais pu me faire frapper, me faire étrangler, et cetera, et cetera. En fait, à cause de ces loupés-là, ça aurait pu être dramatique. Voilà. Et j'ai l'impression aussi que le retour d'espoir, c'est quand vous décidez de franchir le pas, c'est quand vous avez plus peur d'aller, au respecto, Alors en fait, cette décision, elle s'est qui se passe au bout d'1 an, dans chez les vulnérables. alors dans un premier temps, j'entendais parler de la détention classique, de ce bâtiment qu'on appelle le Respecto, où les portes sont ouvertes, où on a la clé. Sauf que moi, comme j'étais DPS, détenu particulièrement surveillé, on m'a tout de suite, freiné, dans mon élan. On m'a dit: «Non, non, vous avez un profil incompatible avec ce bâtiment. C'est pas la peine de refaire une demande, vous n'irez jamais là dans ce bâtiment». Et puis, 1 an après, bah, les finances commençaient à aller très, très mal, puisque ce qu'on avait, nous, on nous l'avait pris, nos comptes étaient gelés, et cetera. On nous avait saisi pas mal de choses, et le téléphone en détention coûte très, très cher. On a le téléphone fixe dans la cellule, sauf que c'est en gros 100 € par semaine. Vous avez 24 heures c'est un forfait de 100 € pour 24 heures, et donc il y a un moment, bah, il fallait que j'aide ma femme, il fallait que j'aide mes proches. J'essayais de gérer le téléphone, mais techniquement, c'était pas réalisable parce qu'il fallait garder ce lien avec les enfants qui étaient jeunes à l'époque. Ils avaient 12 et 14 ans, donc je faisais les devoirs avec eux au téléphone. Je les rassurais, je leur disais: «Papa va bientôt sortir», et cetera, et ça avait un coût, tout ça. Et donc j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai dit: «Bon, bah, il y a un poste qui s'était libéré à la bibliothèque», et j'ai dit: «Je vais demander, à aller travailler avec mon collègue justement, l'ancien policier Quentin». On a fait notre rapport, et puis moi j'ai été pris.
Lui aussi, hein, lui, il y avait pas de problème. On lui avait même recommandé d'y aller, donc il y avait pas de souci, mais le profil que moi j'avais, il était incompatible et puis d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé. Alors dans un premier temps, je vous avoue que j'ai même eu peur. Je me suis dit: «Ça y est là, avec tout ce qui m'arrive, l'institution, judiciaire veut m'exécuter. On va m'envoyer en détention classique et puis, heu et puis il va peut-être m'arriver quelque chose là-bas». Et puis finalement, j'ai croisé des gens que j'avais envoyés en prison. Mais Heu, qui vous en veulent pas? Absolument pas, puisqu'ils m'ont dit: «Il y a des fois où tu nous as pas attrapés et puis là, on était contents et puis les fois où tu nous as attrapés, bon, bah, c'est le jeu du chat et de la souris». Et ça s'est super bien passé et puis je me suis recréé un cercle d'amis avec qui on faisait du sport. Voilà. En fait, il y a que ma femme et ma sœur qui venaient me voir. Bon, il y a eu mon oncle Chaban quelques fois et quand j'ai été condamné à 8 ans de prison ferme, là, j'ai accepté que mes Ouais. enfants viennent parce qu'on n'aurait pas pu j'aurais pas pu attendre 8 ans, mais pendant 1 an et demi, je voulais pas que mes enfants connaissent cette institution. Je voulais pas que mes enfants rentrent en prison. Je trouvais ça pas bien. Et puis voir son papa, derrière un plexiglas en prison, et puis c'était risqué parce que les gens, dans les salles d'attente, on ne sait pas ce qu'ils ont derrière la tête. Il y en a peut-être qui auraient pu avoir un esprit de vengeance parce que, la police, c'est un boulot répressif et c'est là où j'en veux un petit peu à l'institution qui m'a jeté en pâture. Ils auraient dû, me protéger. Voilà, la détention provisoire, j'aurais pas dû la connaître. Soit c'est avéré, j'ai fait et à ce moment-là, il y a pas de discussion. Je dois être comme n'importe quel justiciable, me retrouver derrière les barreaux, mais si c'est pas avéré, j'avais rien à faire en prison le temps de l'enquête. Ouais, mais si vous protégez, protégez plus la bac 18. Si en fait, j'ai servi de fusible et c'est là où on a compris qu'ils voulaient pas faire un deuxième bac nord parce que, d'après mon chef dont je parle Oui. dans le livre, lui, il m'a dit: «On a tellement entendu de choses dans les sonorisations des véhicules que toute la BAC 18 aurait dû sauter, moi inclus. Et pour éviter un deuxième bac nord, on a décidé de t'exécuter». Vous vous rendez compte, entendre Ce qui ça? est bien, c'est le «on». Et il s'est inclus, il a été correct, voilà. Malgré son comportement, heu, j'en trouve même pas les mots depuis le début parce que il a devant l'IGPN, quand on lui pose la question: «Pourquoi Karim est-il noté à 7/7? Est-ce que c'est un fonctionnaire exceptionnel?» Alors il va noyer le poisson, il va dire: «Il voit les choses plus vite que les autres, c'est un très bon fonctionnaire» et là on va lui dire: «Est-ce que c'est pas parce qu'il travaille des informateurs?» Et là, dans son audition, hein, c'est vérifiable sur une audience publique, il va dire: «Ah non, 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 s'il travaille des informateurs, c'est à mon insu». C'est quand même, Mais quand on à la fin du livre, quand on découvre toute l'histoire, donc on a lu aussi son histoire personnelle, en fait, oui, il a été avec vous comme il a été avec sa femme. complètement, complètement, voilà et peut-être même pire avec sa femme parce qu'avec, tout ce qu'il lui a fait subir à cette pauvre femme, bon, enfin, ça, c'est sa vie personnelle, mais quand même, je l'ai empêché de se suicider. Si, j'avais pas été là le jour où il avait l'arme sur la tempe, peut-être qu'on serait pas en train de parler de lui à cet instant. Non, Il boit une fière chandelle et et lui, il vous a envoyé dans un endroit où vous auriez pu avoir envie de mettre fin à vos jours ou mourir. complètement, complètement. Heureusement que j'ai une famille, j'ai, comme je vous dis, une femme, merveilleuse, des enfants, super, un papa, une maman, des sœurs et cetera, des amis, heu, super. Heureusement que tout le monde était là. Sinon, enfin moi j'ai jamais eu ces idées noires parce que, comme j'avais pas fait et comme je l'ai dit ailleurs d'ailleurs,
quand je discutais avec certains détenus en promenade, en fait, ils dormaient pas, ils étaient toujours angoissés parce qu'ils avaient tout le temps peur qu'on découvre quelque chose. Et moi, ce facteur-là, je l'avais pas. C'est même moi qui disais à la juge d'instruction: «Cherchez, cherchez, cherchez au plus vite et vous ne trouverez rien et vous allez me relâcher». Voilà. Et il y a aussi la chance, le coup de chance, le coup de théâtre à la fin qui arrive pendant l'appel. Donc qui arrive quand même, c'était la dernière limite. Mais je trouve ça dramatique qu'il ait fallu un miracle, parce que c'est un miracle. Si, il y avait pas eu cette panne sonore sur l'écran, la greffière ne se serait jamais, branchée indépendamment et puis, Et donc la bande, c'est ça, c'est la bande qui a continué à défiler et à déf c'est un morceau de sonore qu'ils ont pris dans les voitures qu'ils n'avaient pas inclus, à l'instruction. en fait, là où c'est dramatique, où l'IGPN a joué, heu, un rôle dramatique dans cette histoire, c'est qu'ils avaient connaissance de ce qu'il y avait dans les sonorisations des fonctionnaires de police qui partageaient de l'argent, des violences qui étaient commises, mais ils les ont pas pris en compte. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont diffusé des sonorisations me concernant et ne m'incriminant pas du tout. Mais alors pas du tout. Et il y a eu à la fin en bas de l'écran, fin de retranscription concernant Mamesh Karim. Et l'image s'est figée. Et comme en amont, il y avait eu un problème sonore, la bande sonore, en fait, la baffe qui avait été branchée indépendamment de l'écran, a continué à diffuser. Et là, coup de tonnerre, dans le tribunal, mes avocats se sont levés, moi j'ai éclaté, j'ai dit: «Ça fait 2 ans qu'on se demande, qui prend des enveloppes dans cette BAC, qui commet des malversations». L'IGPN avait la réponse et ils en ont rien fait de cette réponse. Ils ont préféré s'acharner sur Karim Hamech qui avait rien fait. Voilà, c'est quand même dramatique qu'il ait fallu un miracle, parce que c'est un miracle. L'essentiel, c'est qu'il arrive. Ah bah oui, heureusement qu'il est arrivé, mais des fois, là, quand j'y repense, beh, je me pose tout de suite la question: «Et si c'était pas arrivé, heu, où je serais à cet instant? Dans quel état je serais?» et cetera. Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. Oui, parce qu'en appel, vous auriez pu prendre plus cher en plus. Ah bah oui, ça, ils auraient pu m'écraser en appel et Parce que c'est complètement, pas que vous, ça a impacté tout autour. peine collective. Et Mayline que vous avez pas vue les 2 premières années. Bah, écoutez, elle aussi, c'est un vrai sujet parce que quand elle est née, je me suis retrouvé en détention et C'est ça, puis, elle avait 4 mois. oui, c'est ça. Et puis je vais vous faire voir la photo qui représentait son papa. Voilà. Quand on lui disait papa, c'est la photo là-bas que vous voyez sur le chauffage. D'accord. Voilà et on l'a jamais changé de place parce qu'avant elle avait son parc à ce niveau-là, son parc de jeux et quand ma femme lui disait: «Papa», et ben, elle désignait la photo du doigt. Sauf que quand je suis sorti, la 1re nuit, bon, ben, la famille est venue me chercher, on s'est tous serrés dans les bras, on a pleuré, on a rigolé, on a appelé le docteur-major parce que, je lui avais fait la promesse qu'il serait le premier que j'appellerais en Algérie, donc je l'ai fait et il y a eu le moment où il fallait se coucher. Donc je suis monté dans ma chambre, et puis je me suis mis au lit et puis là, ma fille, a levé la tête de son berceau puisqu'à cette époque-là, elle avait un petit berceau encore dans la chambre et elle a dit: «Mais que fait le monsieur dans notre chambre?» et papa lui a dit: «Eh non, c'est pas». Elle lui a dit: «Non, non, papa, il est en bas, c'est la photo» et elle a piqué le crise. Si j'avais pas quitté la chambre, elle aurait jamais dormi et il a fallu l'apprivoiser
pendant plusieurs jours, même des Mais ça, semaines. vous, dans votre livre, vous le racontez, c'était à pleurer. Ah, c'était dramatique, ça fait, c'est un coup de couteau dans le cœur, parce qu'à l'extérieur, on s'attend à rencontrer des obstacles, des embûches, mais à la maison, dans notre petit cocon familial, dans ma chambre, Oui, me retrouver face à un petit bout de 2 ans. ah ouais? Et puis, ben, j'ai dû l'apprivoiser comme un petit oiseau, voilà. Puis maintenant, on se quitte plus. Ah oui. Et vous avez toujours des craintes ou maintenant ça fait partie du passé et mais enfin, ça fait partie du passé dans un sens puisque vous avez repris, votre vie, même si c'est plus à la BAC. Vous avez retrouvé un quotidien et cetera, même si vous revenez avec le livre pour en parler. Mais heureusement qu'il y a eu ce livre parce qu'en fait, ce livre, c'est une thérapie. Il fallait que je l'écrive déjà en détention. Je me disais: «Peu importe l'issue qu'aura mon histoire, mais j'écrirai ce qui m'est arrivé». Donc j'avais commencé à remplir des cahiers, un espèce de journal de bord qui m'a bien servi pour mon livre, mais j'avais déjà, l'idée d'écrire et puis en sortant, pour pouvoir passer à autre chose, il fallait que j'écrive ce livre, il fallait que je laisse ce témoignage à mes enfants en leur disant que tout ce que vous avez entendu dans la presse, papa, c'est pas le monstre qui a été décrit. Il fallait que je passe le message à mes parents, de par ce livre, que l'éducation qu'ils m'avaient donnée, c'est pas celle qui m'a mené en prison. La bonne éducation, c'est d'écrire un livre justement. Je suis pas sorti en étant révolté contre l'institution, en brûlant des voitures, en me battant avec tout le monde. Non, j'ai été écrire un livre et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai fait un point d'honneur de ne pas l'édulcorer. J'ai vraiment écrit ce qui s'est passé. Alors des fois, c'est dur à écrire parce que je suis quand même de nature pudique, on se met à nu quand même dans ce livre, on se dévoile, mais il fallait que je le fasse et c'est une thérapie qui a marché, puisque là, j'ai plus de problème à en parler. Par exemple, le mot prison, avant, c'était un mot tabou. Alors quand je m'adressais à des gens, quand j'étais pas là, quand j'étais absent, quand j'étais en vacances et maintenant, j'ai aucun problème à dire que j'ai fait 2 ans de prison, à tort. Si, votre histoire devait être, portée sur l'écran, que ce soit en série ou en film, quel acteur vous verriez pour vous incarner? Quel acteur! J'ai dit «si», j'ai pas dit que ça se ferait. Mais Oui. j'ai cru comprendre que des choses se passaient autour, donc on sait jamais. Pour le moment, Non, mais dans l'idéal, quel acteur? Ça peut être un Américain, un Français, n'importe qui. Dans un alors rêve comme ça, grand rêve. dans un rêve, un jour, j'avais rêvé de Tahar Rahim un jour, mais je sais pas, ce rêve on m'a pas révélé plus que ça, mais c'était un rêve. On verra, on sait jamais. Il y a des coups de théâtre, des hasards heureux, donc Non, je pense pas, mais peut-être que je ferai d'autres rêves. je vous le souhaite. Eh beh, écoutez, je vous remercie. C'était en tout cas, merci beaucoup pour votre temps et puis, bah, j'espère que, la suite ira aussi bien que maintenant et si ce n'est mieux. Eh beh, écoutez, c'est tout le mal que je me souhaite à moi. Voilà. Exactement. Eh bien, en tout cas, vous avez été très, très bien. Merci de m'avoir reçu sur votre chaîne, dans votre émission et puis à bientôt. À bientôt. Voilà, pour peut-être présenter autre chose. Mais oui, bah, la série, je sais pas moi, mais Ah, je sais pas. plein de plateformes. Il y a la de la télé, TF1, France Télévisions, Netflix, Amazon, Disney, Eh bien, écoutez, Paramount, voilà, ils sont que nombreux. Dieu vous entende. Moi, je suis croyant, que Dieu vous entende. Je laisse ça entre les mains, plus expertes, divines, voilà. Voilà. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.